Cosa, agence de communication et e-commerce. Bienvenue sur Mediarama, le podcast qui explore les médias sous toutes leurs coutures. Nouvelles tendances, nouveaux formats, nouveaux modèles économiques, l'impact de la tech et de l'intelligence artificielle sur notre écosystème. Mediarama est un podcast produit par Cosa, cabinet de conseil et agence créative, au service notamment des médias. On accompagne nos clients de la stratégie au produit. Conseils, recherche de financement, design, développement, acquisition d'audience, on peut vous aider. Alors, envie de dire bonjour ou besoin d'un conseil, contactez-moi en m'ajoutant notamment sur LinkedIn. Vous cherchez François Desfossés et je vous réponds rapidement. Allez, c'est parti et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. C'est la rentrée. Donc ça fait plaisir de reprendre et de vous retrouver pour une nouvelle saison de Mediarama. Et quoi de mieux pour redémarrer que de prendre un peu de hauteur et d'ouvrir le capot de ce journalisme numérique qui bouge dans tous les sens. On va parler aujourd'hui d'IA, de vidéos, de newsletters et de nouveaux formats. Et pour en parler, j'ai invité quelqu'un que j'adore écouter, rencontrer, qui discuter, que vous avez sûrement croisé sur une bonne décennie. Je mets décennie, mais c'est peut-être même plus que ça, de réflexion média. Aurélien Viers. Aurélien, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour François et merci pour l'invitation surtout. Et écoute, je t'en prie, comme je disais, on s'est croisés à de nombreuses reprises. Tu connais bien mon associé Mathieu Stéphanie, je crois, tu as travaillé avec lui. C'est le premier employé de Mathieu Stéphanie quand il s'est lancé dans les médias Citizen Side, effectivement. Et exactement, dont tu étais le rédacteur en chef à l'époque, donc ça remonte, j'étais une dizaine d'années, un peu plus que ça. Donc ça fait vraiment plaisir. On l'a dit, voilà, on a tous senti que l'été, alors on n'a pas mis le feu, mais que la marmite continue de bouillonner parce qu'il y a vraiment énormément de sujets et donc plein de chantiers pour les médias, plein de sujets à suivre et je trouvais ça assez intéressant d'avoir ton regard puisque donc tu l'as dit, tu as un parcours riche, ancien directeur de la rédaction de La Provence, tu avais fait les unes de journaux, on y reviendra peut-être, c'est pas l'objet de l'épisode mais c'est intéressant, tu étais rédacteur en chef vidéo du Parisien, donc parmi tes dernières expériences, donc fin observateur des mutations du journalisme et expérimentateur convaincu, t'aimes bien tester les choses. Voilà, donc on va parler ensemble de la fin du texte web. C'était un peu le point de départ de notre discussion quand on a préparé cet épisode, de la montée en puissance de la vidéo, y compris celle boostée par l'IA, du potentiel de l'IA, puisque c'est quelque chose que tu as aussi testé, et on est encore loin du compte. Piège de l'infobook généré par les machines, des formats serviciels. Il y a vraiment plein de sujets qu'on va évoquer. J'espère qu'on aura le temps d'évoquer tout ça. Bref, une discussion dense de rentrée. Et voilà, pour entrer dans cette nouvelle ère de créativité, c'est quelque chose qui t'intéresse, et ça, franchement, on a envie d'y croire. C'est parti. Alors, je parlais un peu de l'après-texte web, la fin d'un cycle. On constate qu'on est en bout de course. Il y a quand même beaucoup de ces dernières années de pure players qui ont soit tout simplement fermé boutique, soit qui ont pivoté. Je pense à quelques exemples notoires, l'international BuzzFeed, Splinter News, The Correspondent aussi, dont on avait longtemps vanté un peu le modèle, le mérite. C'était parti des Pays-Bas avec The Correspondent. Tout ça, c'est terminé. The Verge qui a tout récemment pivoté. Qui est maintenant une espèce de portail d'agrégation, puis des médias locaux, vraiment texte. Je pense à Dijonscope, mais il y en a eu plein dans ce type-là qui ont arrêté. C'est la fin un peu des grandes rédactions pure player text only. C'est fini le texte.
Alors, il faut distinguer deux choses. Il y a le format texte en tant que tel, et puis les purs players gratuits text-based, comme disent les Américains, qui font surtout des articles texte. Et pour revenir sur ce dernier point, effectivement, ce qu'on voit, c'est que par exemple aux États-Unis, qui est souvent moteur, il y a plus de grandes rédactions web à plus de 50 journalistes. Ils ont eu des rédactions avec des centaines de journalistes, au moins de plus d'une centaine. Mais quand on regarde BuzzFeed News, le Huffington Post, Business Insider, il y a eu beaucoup de coupes, beaucoup de pivots aussi, et c'est terminé ce modèle qui est en fait, on met une bannière de pub en face d'un texte, et ça fait vivre une grosse rédaction. Il n'y a plus de modèle économique pour ça. Donc ça, c'est le modèle économique, c'est la pub. Là, on pourrait imaginer que le responsable, c'est la baisse de la pub. Tout à fait, c'est principalement la baisse de la pub. Donc là, le choc est assez compliqué pour des médias pure players qui sont essentiellement texte. Aux États-Unis, il y a eu une grosse saignée. Il y a encore des acteurs aux États-Unis, en France, mais sur des plus petites échelles. Pour eux, c'est très compliqué actuellement. Après, le format texte, il faut faire attention. Le format texte, on lit encore beaucoup d'articles. Il y a encore des centaines de millions de pages vues consommées par mois en France sur les sites de news. Donc moi, je ne crois pas à la fin du texte. On lit encore beaucoup de textes. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une baisse de la compréhension. C'est le consultant Emmanuel Parodi qui a ressorti des études et qui sont très intéressantes, qui dit on sait lire. Il y a une grosse partie, heureusement, des Français qui savent lire. Est-ce qu'ils comprennent? En fait, en regardant plus finement dans les études, on s'aperçoit que la compréhension du texte n'est pas si acquise que ça. Il y a un gros recul, on le sait, de la lecture au collège, au lycée. Les enseignants de 3e tirent la sonnette d'alarme. Donc on lit beaucoup moins qu'avant. Et plus on baisse en tranche d'âge, plus on regarde de la vidéo, de l'audio versus le texte. Et ça, c'est une habitude de consommation qui a beaucoup changé. Plus on va monter dans les classes d'âge, plus il y a encore un réflexe écrit, y compris print, heureusement. Mais ça c'est fou et je l'observe, hein, on en parle un peu, on a des enfants, etc. Effectivement, les enfants ne lisent plus. Alors l'objet de l'épisode n'est pas de parler uniquement de ça, mais ça c'est assez terrible. Donc pour toi, les formats qui ont pris le relais, c'est la vidéo. On est passé vraiment d'un monde de texte, de lecture, à un monde vidéo, d'images. Il y a évidemment d'autres formats, hein, les newsletters, des podcasts, etc. Mais le grand gagnant, le grand format aujourd'hui, c'est la vidéo. Alors ça a pris des parts de marché, ça a pris des parts d'attention dans la journée, c'est clair. Il faut distinguer selon les pays, hein. Selon le dernier Digital News Report, il y a encore une majorité au niveau mondial de contenu qui est consommé par l'écrit, mais la vidéo gagne du terrain. Dans certains pays, on s'explique pas trop pourquoi, mais la vidéo prend le dessus dans les parts de consommation. Ce qui est sûr, encore une fois, c'est que plus on est jeune, plus on regarde la vidéo, plus on regarde de la vidéo le soir, on s'envoie des reels, que c'est devenu un mode de consommation prédominant, en tout cas qui a pris clairement du temps passé, du temps de consommation média dans la journée, c'est clair. On va consommer beaucoup de reels, beaucoup de vidéos courtes, et puis de la vidéo aussi plus longue, plus horizontale. La télé connectée a aussi pris énormément d'importance, et puis il y a toutes les plateformes, bien sûr, pour parler de la fiction, qui ont pris énormément d'importance. Donc oui, l'histoire de ces 10 dernières années, c'est clairement, si on prend depuis 2015-2016, le premier pivot vers la vidéo des médias, ça n'a fait qu'augmenter, et ceux qui ont pris le train en avance, c'est-à-dire en 2015-2016, s'en sortent aujourd'hui gagnants. D'accord, donc c'est quand même la fin d'un cycle. Je ne vais pas dire que c'est l'année 2025 particulièrement, on sent quand même cette montée, mais on est vraiment à la fin d'un cycle. Et parce qu'on en parle beaucoup, tu vois, dans les médias qu'on accompagne, il y a cette volonté pour certains médias de s'imaginer en vrai média vidéo. Et une des questions que j'avais par rapport à ça, c'est, alors évidemment, il y a l'usage, mais il y a aussi la question de la monétisation. Certains veulent aller sur de la vidéo parce qu'en fait, elles sont mieux monétisées. Donc, est-ce que tout le monde veut faire de la vidéo parce qu'on ne monétise plus le texte, ou c'est vraiment la société qui a évolué et que si tu veux maintenant être pertinent, tu es obligé de faire de la vidéo? Je pense que les deux vont ensemble. S'il y a de l'argent sur la vidéo, c'est que c'est un mode qui retient l'attention. Et donc les annonceurs y vont. Et les médias, s'ils veulent suivre le train, se disent, OK, le nouveau mode de consommation de l'information qui est en train vraiment de monter, c'est la vidéo. Donc, il faut que je sois présent. C'est ça, l'histoire de la presse. Il y a une grande directrice générale qui m'avait cette phrase qui disait l'histoire de la presse a toujours été de monétiser des audiences massives. Ouais. Donc, quand on a inventé le papier, on a pu le monétiser directement. D'ailleurs, c'était même inventé pour ça. Au départ, avec les petites annonces, avec le New York Times. Puis ensuite, il y a eu la radio. On a créé des journaux à la radio, puis des journaux télévisés, et puis des sites web. Donc, c'est un peu l'histoire maintenant de la vidéo pour le mobile, en gros, et de la vidéo pour les écrans.
Et donc les médias, s'ils veulent suivre là où est l'attention du public, il faut aller en vidéo, et les annonceurs sont là parce que le public est là aussi, quoi. Ouais, ça va ensemble. Après, sur la monétisation, c'est plus compliqué parce qu'on passe par des intermédiaires. Il y a encore des parts de marché à prendre. Il y a encore de la monétisation à faire. Il y en a beaucoup qui disent que c'est juste, par exemple, le début de l'histoire de YouTube. Il y a encore des places à prendre aux États-Unis. Et pour répondre à ta question, ta première question, si tu prends les 2 fondateurs de Business Insider, il y en a un, Henry Blodgett, qui a fait sa newsletter sur Substack, et l'autre, il s'appelle Nick Carlson, je crois, il est en train de monter sa chaîne YouTube. Ça montre bien pour moi l'évolution des médias actuellement, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, soit tu deviens hyper spécialisé, niche, et tu t'adresses à une cible qui lit encore, et donc Substack en est le parfait exemple, mais c'est quand même relativement niche. Alors même si aux États-Unis ils peuvent avoir des grosses audiences, et c'est quasiment, je crois, les seuls qui arrivent vraiment à monétiser correctement des newsletters, soit effectivement tu vas plutôt sur un truc un peu plus mass market, vidéo, etc., où tu espères toucher des grosses audiences, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, et donc c'est vraiment le langage. Un exemple, enfin, je dis le langage universel de l'information, et quelque chose qui m'a un peu frappé il y a pas longtemps. Un exemple, c'est que avant, pour n'importe quoi, tu cherchais une information sur Google pour un jeu vidéo, je sais pas, tu t'en sors. En fait, t'allais sur des sites qui t'expliquaient un peu le jeu, ou comment t'en sortir, etc. Et tout ça, en fait, n'existe quasiment plus. Maintenant, en fait, c'est systématiquement des vidéos. Tu vas regarder systématiquement des vidéos. C'est plus pour illustrer effectivement que ce web qu'on a connu il y a encore 10-15 ans n'existe plus, quoi. C'est de base, maintenant, tout est fait autour de la vidéo. Est-ce que justement là-dessus, tu peux nous dire quel format vidéo, si on rentre un peu plus dans le détail, quel format fonctionne bien dans l'information numérique, en tout cas? Déjà, on est sur une polarisation extrême, là, ça n'a jamais été aussi clair, où il y a des formats très courts, en gros d'1 à 3 minutes, qui sont verticaux et qui sont sous la forme de Reels. Et de l'autre côté, on va clairement vers du beaucoup plus long, avec YouTube notamment, qui pousse des formats horizontaux, pour le coup, plus longs. Alors plus long sur le web, pour moi, c'est au-delà de 7-8 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Maintenant, YouTube dit aux médias, il faut aller même vers du beaucoup plus long, vers du 30, 40, 50 minutes, 1 heure. On a vu des YouTubeurs aussi qui, pour la majorité, font des formats beaucoup plus longs qu'avant. Après, il y a encore de la place pour des vidéos de 5 minutes, 6 minutes bien faites, c'est évident. Mais on voit quand même les 2 bouts tirés chacun dans leur sens, avec du très court d'un côté et du très long de l'autre. Ouais, et quand tu dis que YouTube le demande, par exemple, toi, quand tu étais au Parisien, où tu étais rédacteur en chef vidéo, c'est que YouTube, vous leur parlez régulièrement et vous disent voilà les tendances, un peu ce qui se passe, voilà le type de format, ils vous poussent fort là-dessus, ou c'est plus des tendances et en fait tout le monde se suit et ça évolue comme ça? Alors il y a 2 ans, c'était il y a très longtemps, hein, parce que ça bouge vite, mais il y a 2 ans, TikTok prenait vraiment beaucoup d'ampleur et ça a continué, et donc ils poussaient les shorts, ils nous disaient il faut faire du très court vertical. J'étais à San Francisco, à San Bruno plutôt, à leur siège, il y a 2 ans, et ils disaient on ne sait pas quel sera le format phare dans 10 ans. Ouais. Ce qu'on sait, c'est que pour les 10 ans à venir, c'est le short, le format vertical court, adapté au mobile, qui va être prédominant, et ils ont raison. On regarde plus de shorts en vertical, on peut regarder 10 shorts et une vidéo longue sur YouTube, on va pas regarder 10 vidéos longues par jour. Non. Donc c'est le format phare. Ça, c'était il y a 2 ans. Maintenant, ce qu'ils disent aux médias, c'est attention, les shorts c'est bien, mais il faut aussi maintenant faire du long pour la télé connectée. J'y suis allé 2 fois chez YouTube, et la première fois, c'était avant le Covid, c'était la 3e keynote qui présentait aux médias en mode le launch TV, ce qu'ils appelaient la télé connectée, c'est en train de monter. Et puis 2 ou 3 ans plus tard, c'était oulala, mais c'est vraiment en train de monter. Et c'était juste avant l'annonce qui a un peu frappé tout le monde cet été, où on s'est aperçu que la première chaîne de télé entre guillemets aux États-Unis sur les écrans connectés, c'était YouTube. C'est YouTube. Ouais, et ça, c'était quand même un gros choc pour les diffuseurs traditionnels, même pour les autres plateformes, hein, parce qu'ils sont en concurrence avec tout le monde, avec Netflix, avec Disney, de voir que c'était YouTube qui était le premier écran, quoi. Ouais, ça c'est assez fou. Et c'est vrai que c'est allé assez vite, hein. Les téléconnectés, on en parlait un peu en mode bon, ça va peut-être prendre, etc. Et je vais pas dire qu'on n'y croyait pas, mais il y a une accélération assez incroyable là-dessus. Puisqu'on est sur les vidéos, est-ce que est-ce que vous avez testé les vidéos donc générées par IA? Est-ce que ça peut s'imposer dans les rédactions, puisqu'il faut faire de la vidéo, on l'a bien compris. Et est-ce que si voilà, j'ai rédigé un texte, je le transforme en vidéo, ça fonctionne? C'est quoi l'usage un peu de la vidéo générée par IA dans les rédacs? Alors pour l'instant c'est très timide. Il y a 2 choses dans ce que tu évoques. Il y a l'information liquide qui est un concept fascinant, je trouve, c'est-à-dire voilà, un peu du texte court, texte long, on peut le transformer en texte court, on peut le transformer en audio ou en vidéo.
À mon avis, la première reco, c'est de ne pas se noyer dans l'info liquide, c'est-à-dire que tout n'est pas destiné à être vidéo, audio. Mais quand on voit maintenant des outils qui permettent, sur un tuto assez simple par écrit via Notebook LM de Google, de le transformer en illustration vidéo, en vidéo illustrée, ça ouvre quand même des perspectives très intéressantes. Ouais. L'IA ouvre des perspectives très intéressantes pour ça. C'est-à-dire que ce que tu as bien dit, c'est que ça devient le nouveau langage universel. Et il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas faire en vidéo, plein de choses qui ne sont pas visuelles, qui sont très difficiles à expliquer en images. C'est là où l'IA est intéressante. Il faut utiliser des motion designers pour la direction artistique, pour des choses complexes. Dès qu'on peut, il faut utiliser des motion designers, bien sûr. Mais il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas faire parce qu'on n'avait pas forcément toujours les moyens de faire des motion designers ou les projets prenaient trop d'importance. Ouais. Là, l'IA va pouvoir nous permettre, y compris pour les petites rédactions, d'illustrer des choses pas forcément illustrables. Je prends l'exemple des faits divers, par exemple, ou des crimes, ou des histoires anciennes. On peut les réillustrer, reparler, on peut utiliser des silhouettes, comme on utilise des choses très schématiques pour pas singer la réalité. On peut aussi utiliser des photos d'époque qu'on peut animer, brut avec des expériences. Il y a plein de... Moi, je trouve ça intéressant. Il y a plein de questions, plein de limites, bien sûr, qui se posent. Comment on les anime, jusqu'où on va générer purement des images d'époque qui n'existaient pas. Moi, je pense que partir d'une image fixe d'époque pour l'animer légèrement, ça peut justement animer une vidéo. Ouais. Et c'est des fonds iconographiques que la presse n'utilise pas forcément, quoi. Et justement, puisque en fait, on va quand même l'utiliser de plus en plus, tu parlais de motion designer, c'est quoi les bonnes formations pour les journalistes? Est-ce faut encore former les journalistes à la vidéo ou plus intégrer des profils hybrides qui peuvent faire du motion design, qui peuvent faire un peu tout ce genre de choses, des nouveaux profils? Je pense que oui, sur la vidéo, comme tu dis, si c'est un langage qui monte, il faut des spécialistes, il faut des très bons. Moi, je pense que pour les jeunes journalistes, ce qu'il faut, c'est une spécialisation technique ou une thématique. C'est-à-dire, soit tu es très bon dans une thématique qui peut être, par exemple, la food, par exemple, tu es un très bon journaliste gastro, ou sur le vin, par exemple. Là, il faut un carnet d'adresses, une connaissance, une expertise, donc ça, c'est bien. Ou sur un médium, tu es très bon en podcast, tu es très bon en vidéo, tu es très bon réalisateur. Ça, c'est bon. Puis tu as aussi les techniques. Tu peux être aussi un très bon intervieweur, un très bon enquêteur, avoir un très bon style. Ça, c'est aussi bien sûr des atouts. Donc oui, il faut les former à la vidéo. Il y aura des touche-à-tout qui seront capables de réaliser, monter, post-produire. Ça aide en tout cas déjà beaucoup, puisque Premiere Pro, par exemple, ou d'autres outils de montage intègrent à fond l'IA et se transforment en une espèce de marketplace de l'IA. Ils intègrent tout. Et ça peut permettre effectivement d'intégrer des illustrations, des choses comme ça. Il y a encore plein de questions d'éthique qui se posent, attention, parce que moi je vois des fonctionnalités qui sont assez déroutantes finalement quand on y réfléchit. Ce que j'ai appris à l'école de journalisme, c'est que le montage est finalement une espèce de mensonge, c'est-à-dire qu'on peut remonter les choses de manière différente. Oui, bien sûr. Donc c'est une espèce de des biais, des raccourcis. C'est pas la réalité, c'est une version. C'est une version de la réalité qui doit être objective, qui doit être informée, qui doit être réelle, qui doit être notre vision du réel, mais c'est pas forcément le réel dans l'ordre où on l'a tourné. On peut faire des raccourcis, on peut faire des cuts. Donc c'est une histoire réelle racontée avec des raccourcis, avec un regard. Ce que je vois dans certains outils, par exemple, c'est de finir un plan. Donc tu filmes un vélo, par exemple, dans la rue, puis il tourne à droite. Et si tu es mauvais GRI, tu n'as pas terminé l'action. On dit toujours qu'il faut terminer l'action. Une porte se ferme, il faut avoir la porte qui se ferme. Imagine que tu as coupé avant. Là, maintenant, les outils proposent de poursuivre le plan. Donc, tu peux avoir le vélo qui tourne à gauche dans la rue. Ça pose des questions, quoi, honnêtement, quoi. C'est-à-dire que si le vélo se plante et qu'il prend un camion, il a finalement alternative, quoi. Tourné à droite, ça me pose un souci. Donc, je pense qu'il faut faire vraiment attention à ça. Il faut que ça soit bien marqué, il faut que ça soit marqué illustration IA, il faut prendre plein de précautions. Cela dit, quand on est jeune journaliste vidéo, il faut s'intéresser à ces outils-là pour notamment illustrer ce qu'on ne peut pas illustrer, si c'est carré, si c'est recoupé, si c'est vérifié, si ça correspond à un discours journalistique, un récit authentifié. Pour moi, il y a moins de problèmes, quoi. Ouais, c'est clair. L'IA, on va basculer un peu sur l'IA. Je sais pas à quel point tu l'as utilisé à la Provence avant au Parisien. Est-ce que tu observes quand même et tu parles avec beaucoup de médias? Donc c'est une question un peu générique, mais ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. Où en est-on vraiment sur l'usage de l'IA dans les rédactions? Est-ce que tu trouves qu'on est... alors peut-être tu peux prendre le cas de la France par rapport à d'autres pays ou globalement, où est-ce que tu penses qu'on en est?
Je pense que les rédactions ont toujours innové. Quand il y a eu des podcasts, on a sorti des podcasts, des vidéos, il y a de la vidéo. Je vois beaucoup de rédactions s'en emparer, des rédacteurs aussi. Alors il y a beaucoup ce qu'on appelle le shadow IA, où des rédacteurs utilisent ChatGPT dans leur coin sans forcément le dire. L'autorisation. Mais il y a beaucoup d'innovations. Les rédactions ont toujours innové. C'est vrai que plus tu es dans une petite structure, plus c'est facile. Mais même dans les grosses, on voit pour l'enquête, par exemple, pour parler d'un art noble, des enquêteurs qui compulsent plein de PDF pour retirer une information qui les intéresse. Ouais. On peut comparer des jeux de données. Enfin, c'est vraiment pour l'enquête un nouveau terrain de jeu. C'est vraiment intéressant. Donc les rédactions s'en emparent. En France, on n'est pas plus en retard qu'ailleurs. Il y a plein de restrictions, il y a plein de barrières psychologiques et réelles. C'est-à-dire qu'il y a des chartes IA qui sont signées, c'est tant mieux. Ouais. On avait signé une à la Provence. Elles sont bien respectées. Est-ce qu'il y a des journalistes qui trichent? C'est peut-être une histoire anecdotique, mais est-ce que tu as vu des fois des changements de style, des doutes? Tu sais, comme un professeur qui relit une copie qui se dit t'es sûr que c'est toi qui as écrit ça? Non, alors j'ai pas eu ça. Ils étaient rigoureux et ils écrivaient. Ils n'avaient pas besoin d'IA. Mais par exemple pour les correspondants, on avait lancé un chantier comme beaucoup de journaux où en gros tu as des correspondants qui sont pas des journalistes, qui sont souvent des retraités qui écrivent des articles et on voulait rewriter, améliorer leur copie. Et donc ça peut être vraiment très intéressant. Moi, je pensais même à un système à l'époque en 5W, tu vois, où, quand, quoi, comment, les cases à remplir pour simplifier leur prise de notes, la prise d'infos, puis ensuite rewriter ça avec de l'IA, bien sûr relu par un professionnel, parce que c'est toujours relu par un journaliste professionnel, édité par un journaliste professionnel. Ça posait pas trop de soucis, c'était plutôt même intéressant. Donc ça, c'est un bon usage, quoi. Un peu réécrire pour les correspondants, etc. Vous avez déjà testé, alors a priori non, mais sur de la traduction, est-ce que tu penses que ça peut être aussi un usage assez prometteur? J'ai l'impression que tu peux très facilement aujourd'hui te lancer dans une nouvelle version, dans une nouvelle langue, etc. Non, oui, c'est assez impressionnant. Là, je l'ai testé justement pour Challenge, qui a acquis la licence de New York Times. Ouais. Donc, je suis passé par plusieurs outils. Effectivement, c'est assez bluffant, au-delà de ceux qu'on connaît. Après, bien sûr, c'est encore une fois réédité, retranscrit par un journaliste. Il n'employait pas de traducteur, donc ça a piqué le boulot de personne. Et donc, c'est vraiment puissant, c'est vraiment intéressant. Donc la traduction, le résumé, je pense qu'on écrit toujours trop long, c'est-à-dire qu'il y a plein d'articles qui méritent 3000 signes, qui méritent 5000 signes. Il y a d'autres articles qui ne méritent pas forcément, c'est-à-dire que tu as vraiment besoin de savoir mais c'est quoi le point sur la situation, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir. Des résumés, c'est un peu des classiques. C'est un peu des classiques du web. Il y en a qui sont très bien faits, il y en a qui sont trop longs. Et je pense qu'il y a toujours une soif inextinguible pour le cours, pour les commodity news, pour faire le point sur l'histoire. Il y a des fonctionnalités qui sont appréciées aussi, comme suivre une alerte, suivre une information, avoir des alertes sur cette information-là. Ça, on voit que c'est demandé. Moi, je regarde de près ce que fait Particle News, qui sont deux anciennes ingénieurs de Twitter qui ont fondé cette startup en Californie que je suis allé voir. Et c'est très intéressant, parce que ce n'est pas forcément des journalistes, mais ils développent des fonctionnalités très intéressantes sur tout ce qui est info liquide. On voit apparaître des choses assez surprenantes qui sont des méta-articles. Donc ça, c'est vraiment assez déroutant. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais c'est quelque chose de nouveau. Tu peux expliquer? Donc Particle a signé avec des éditeurs des deals, donc ils piquent pas, ils achètent du contenu à l'AFP, à d'autres médias, et puis ils vont vous faire un méta-article, c'est une espèce d'article sur ces articles-là, qui cite les sources à la fin, mais qui va aussi découper les citations. Et à partir de ce méta-article, on peut avoir 5-6 formes de lecture différentes. Par exemple, qui est pour, qui est contre dans cet article. On peut avoir ça sous forme de 5W, qui, quand, quoi, comment, où, pourquoi. On peut avoir ça sous forme de rapports politiques. Je sais pas si c'est eux, mais j'avais vu passer ça effectivement dans un bench. Passionnant, Ils arrivent à dire comment l'article est orienté, alors selon quels critères on ne sait pas, mais c'est plutôt pertinent dans ce que je vois. Ils ont une fonctionnalité
Read Me Like I'm 5 ou Write Me Like I'm 5, et donc c'est réécris-le moi comme si j'avais 5 ans, donc c'est très simplifié. Donc c'est assez passionnant. Je suis pas sûr que moi dans les applications il faille le mettre à toutes les sauces. On voit que dès qu'il y a une action, c'est pas forcément utilisé par les lecteurs. En revanche, de dire est-ce que ça on le présente sous quelle forme à nos lecteurs, ça c'est assez incroyable et ça ouvre pas mal de perspectives, quoi. Ouais. Alors tu as réévoqué InfoLiquide, on en avait parlé un peu tout à l'heure. À quel point est-ce que ça, je ne veux pas dire que c'est un fantasme, mais on en parle beaucoup aussi dans les médias, cette possibilité de se dire, en fait, on a plein de cibles. Les cibles ont toutes des habitudes de consommation différentes. C'est les fameux personas. Un tel, c'est sur les réseaux, un tel, c'est sur le site, à tel moment, etc. Donc, le rêve de faire une info qui puisse être donc liquide, qui pourrait s'adapter automatiquement à n'importe quel type de format, c'est un mythe, c'est une réalité. Ça doit être par petites touches. C'est possible. À mon avis, ça doit être un peu réfléchi. La fonction audio des articles est pas très utilisée. Certains disent le contraire. Alors, j'entends un peu tous les bruits là-dessus sur ce fameux bouton écouter cet article. Le Monde le propose. Tu peux l'avoir. Voilà, maintenant, plein de médias en l'occurrence le proposent. Perso, je l'ai jamais utilisé parce que je représente pas l'ensemble des gens. Pour toi, ouais, ça c'est plus. Je dirais pas que c'est un gadget parce qu'il y a une vraie utilité. Moi, je l'utilise très peu, mais ça m'est arrivé. J'avais absolument envie de lire un article du Monde et je prenais le bus et je voulais pas avoir mal au cœur. Ouais. Et ça s'est avéré très pratique, plutôt bien fait vu l'état de l'art. Et ça, je pense que oui, il peut y avoir un besoin. On parle beaucoup de la voiture, mais comment l'utiliser en voiture? Enfin, il y a encore des choses à développer, des produits à développer. Écrit vers l'audio, il y a des choses à faire, je pense. Il y a des formats à proposer. On peut aussi faire imaginer des briefs audio ou des JT radio ou podcast, pourquoi pas. Mais tout peut pas être forcément transformable. C'est des stratégies d'acquisition qui sont quand même compliquées, par exemple sur la vidéo. On peut pas balancer de la vidéo automatisée comme ça. On avait vu Wooshit à l'époque. Weebit qui faisait finalement de la vidéo IA avant que ça existe. C'est clair. Qui prenait un texte et qui mettait quelques images et du texte dessus. C'était vraiment très cheap. Ouais, il y a beaucoup de déchets. Je me souviens, c'était très tôt. C'était effectivement avant l'avènement de l'IA générative. YouTube est en train de sous-noter avec son algorithme toutes ces vidéos un peu trop automatisées. Ouais. Et je pense qu'ils ont raison. Donc il faut faire attention, tout n'est pas forcément transformable ou à transformer, mais d'avoir la possibilité de temps en temps, c'est intéressant. Je prends Hugo Décrypte, que j'avais vu, et il me disait, un utilisateur qui me suit sur YouTube, et qui me dit, mais je vous écoute sous la douche. Je fais, mais comment ça? Il fait, parce que je mets le haut-parleur, et j'écoute votre résumé de l'actu. Et il fait, mais en fait, je pourrais faire un podcast. Et donc, il a fait un podcast, il fait un point in, un point out sur son JT, et ça fait le podcast le plus suivi de France. Donc ça, finalement, je crois qu'il passe pas par l'IA, mais comme quoi, oui, en fait, il y a des besoins peut-être pour ça. Donc, il faut bien réfléchir, à mon avis. Les possibilités, cela dit, sont très intéressantes. Ouais, avec, comme tu l'as dit aussi, un peu éviter cette boucle infinie de contenu généré, parce que en fait, à un moment donné, on va être noyé sur un truc qui sera tout le temps la même chose, mais sous différents formats, et ça perdra peut-être un peu de pertinence, quoi. Ouais, on s'oriente clairement vers quelque chose que j'appellerais la boucle infinie de contenu, c'est-à-dire qu'on voit passer des tutos sur TikTok qui vous disent vous prenez N8N, un prompt, une API de LLM, et en gros ça vous fait une histoire créée dynamiquement par un prompt, ça l'illustre, ça en fait une vidéo automatiquement et ça se publie automatiquement. Alors c'est à mon avis assez faux, puisque il faut passer par des actions manuelles pour publier sur TikTok et Instagram. Après avec des agents peut-être qu'ils pourront cliquer pour nous sur le bouton upload, quoi. Et puis ces influenceurs-là disent après je vois ce qui a marché automatiquement, je vais rechanger mon prompt dynamiquement, ça va me recréer une vidéo et ainsi de suite. Et donc on va voir, plutôt que de faire une vidéo avec une blague un peu moisie, je vais vous en créer 15. Et on va sélectionner la meilleure à chaque fois, et si la meilleure marche, je vous en recrée 15 sur ce modèle-là, avec des variations. Donc ça, c'est clairement une menace pour les plateformes. D'abord, c'est elles qui sont un peu mal par rapport à ça, jusqu'où ça commence, comment détecter, où commence l'IA, où s'arrête l'IA, est-ce que c'est juste corrigé, est-ce que c'est juste une séquence illustrée avec de l'IA, est-ce que c'est une voix transformée avec de l'IA, est-ce que c'est une vidéo complètement générée par l'IA, mais si ça marche, et si elle est intéressante, s'il y a un discours derrière, oui, ça peut être très bien. Ça peut être des journalistes finalement qui font une vidéo IA très bien faite. Donc c'est compliqué pour eux, c'est compliqué pour les utilisateurs, parce que s'ils voient effectivement, s'il y a une lassitude qui se crée, parce que tout paraît un peu fake,
Comment faire? C'est un danger à mon avis pour les médias, pour les influenceurs aussi, ça prend déjà des parts de marché. Les histoires de gorilles qui font des blagues, ça marche à fond. Ouais, il y a énormément de vidéos. Donc le danger d'abord pour les plateformes, après pour effectivement les utilisateurs. Il y a une étude hier qui dit un truc intéressant, qui dit plus il va y avoir d'IA, sous forme de texte, sous forme de vidéo, sous forme avec du n'importe quoi, plus il va y avoir un retour vers les médias traditionnels en mode au moins je veux de l'information sûre, authentifiée, vérifiée, j'en ai marre de tout ce bazar, quoi. Un refuge quelque part au bon vieux Faut espérer. La valeur humaine, quoi, le fait par l'homme. Ouais, ça va être, faut l'espérer, mais je pense que ça peut être vrai dans une certaine mesure. Après, c'est toujours pareil, il y aura tellement de choses que peut-être les gens s'en contenteront et on ira vers... C'est un nouveau langage, hein, comme tu disais, c'est-à-dire que j'avais vu une investisseuse, une VC à San Francisco qui disait TikTok a permis la démocratisation de la vidéo, c'est-à-dire que tu es un boulanger, tu poses ton téléphone, tu fais une petite mimique avec ta baguette de pain, tu mets du texte dessus, ça te fait une vidéo pour vraiment, qui peut être très sympa avec de la musique, vraiment bien. Et ça, ils ont craqué le code de la vidéo qui est super chronophage, à tourner, à monter, post-produire. Ouais. Ils ont craqué un truc et ça explique aussi le succès. C'est très simple de faire de la vidéo sur TikTok. Ça n'a jamais été aussi simple. Ils disent, avec l'IA, c'est ça x 10. Ouais. C'est-à-dire que tu écris un petit truc, un petit texte, voire tu l'écris pas, voire tu demandes à un prompt de te l'écrire et ça te génère une vidéo. Donc, la notion de gif, de mème, de choses simples à faire, c'est encore plus simple. Ouais. La barrière va encore tomber, donc c'est à la fois fascinant et inquiétant. Et inquiétant. Et on en est exactement là aujourd'hui. C'est clair. On referme un peu cette page de l'IA, mais probablement on l'aura toujours un peu en fil rouge, j'imagine, pour parler plus dans le modèle économique des médias, de l'abonnement. Tu dis que l'avenir de l'abonnement passe par une dimension servicielle. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors je pense qu'il y a deux choses. Il y a ce côté humain dont on parlait, c'est-à-dire des newsletters incarnés, thématisés, avec une forte autorité, une forte connaissance. C'est beaucoup développé par les médias actuellement et c'est parfait. Ça humanise. On se dit celui-là, il est expert, il m'écrit tous les jours ou toutes les semaines. Je le connais. Sur ce sujet, je le connais, je crée une relation avec lui. Il connaît parfaitement son dossier. Ça peut être aussi un chef de rubrique qui parle et qui met des liens vers toute la production de son équipe. Et donc, ça, c'est très fort, ça marche très bien. Incarné, pas incarné, c'est encore mieux si c'est incarné pour moi. On voit une vraie valeur journalistique, c'est écrit et il y a des liens. C'est un travail d'une rédaction, c'est enquêté. Donc ça, c'est vraiment le premier axe pour les médias qui sont en train de développer ou qu'il faut qu'ils développent. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Plus ça va dans leur ligne éditoriale et ça correspond à un besoin, mieux c'est. Après, il y a une deuxième chose qui est moins explorée actuellement, c'est l'hyper-personnalisation. Ça peut être beaucoup plus fin, ça peut être assez innovant, assez incroyable ce qu'on peut faire. Il y a déjà des médias qui rédigent des bulletins météo hyper-personnalisés par ville qu'on pourrait glisser dans une newsletter. Actuellement, si vous êtes abonné, prenons un média que je connais, Le Parisien, il y a une newsletter sur le 93, sur la Seine-Saint-Denis. Et puis, si vous êtes fan du PSG, il y a une newsletter sur le PSG. Qui est très bien par ailleurs, que je suis abonné. Qui est parfaite. On peut aller plus loin, on peut se dire ok, mais en fait moi je veux juste une newsletter, les infos sur Saint-Denis et sur Dembélé, sur un joueur du PSG. Un niveau de granularité encore plus fin. Encore plus fin. Mais on peut encore aller plus loin, au-delà des mots-clés, on peut aller sur des notions. Et ça, c'est passionnant. Je discutais avec un banquier d'affaires qui est dans les fusions-acquisitions. Il me disait, moi, je passe beaucoup de temps sur la veille. Je lis tous les journaux économiques. Donc, je vais sur les sites. Je suis abonné aux Échos, au Financial Times, sur le Wall Street Journal. Donc, je regarde la une. Et puis après, je vais chercher un certain type d'informations. Par exemple, ce qui l'intéressait, c'est les boîtes qui vont très bien ou très mal. À chaque fois, ça peut être des acheteurs ou des vendeurs dans les fusions-acquisitions. Ça, c'est pas un nom de rubrique, c'est pas un mot-clé, c'est une notion. Ça, on peut l'objectiver, on peut faire un script, on peut l'automatiser et avoir exactement ce qu'il faut. Donc, je pense que sur le B2C ou le B2B, l'info pour les utilisateurs, pour le grand public ou pour les professionnels, il y a un chantier énorme qui s'ouvre sur la veille. En gros, on est abonné à des grands médias ou à des newsletters hyper spécialisés, très chers et qui valent le coup parce que c'est très spécifiques. Exclusif. Mais cette notion de aller chercher l'info partout, même sous forme de curation, je veux dire avec des liens sur le Asahi Shimbun, le quotidien japonais, et d'aller pouvoir le traduire et de mettre un lien pour dire ça existe. En tout cas, c'est une tendance au Japon, il y a une information au Japon. C'est quelque chose qu'on pouvait difficilement faire avant, quoi. Donc je pense qu'il y a un chantier qui s'ouvre sur l'hyper-personnalisation. Ce que disent les lecteurs aussi, c'est attention, on ne veut pas trop personnaliser. Je parle des études comme le Digital News Report de Reuters qui est sorti, ou d'autres qui disent on a peur de passer à côté.
de grandes choses. Parce qu'on s'est tellement mis dans un... Donc ça, il faut l'entendre. Pour moi, c'est pas un obstacle. C'est-à-dire que sur newsletter, tu peux avoir même la couverture de la une de ton journal papier, pour pas de la presse écrite. Tu peux avoir les informations sélectionnées par la rédaction en une, et puis en deuxième, ou inversement, des informations super personnalisées. Ouais. Et ça, il y a un travail sur, je pense, aux grosses rédactions qui ont une masse de contenu, une masse d'articles, qui peuvent aller beaucoup plus loin. Les journalistes vont rubriquer des choses dans certaines rubriques, et puis tu peux passer à côté si tu es sur l'AGFI avec la banque, la gestion de patrimoine et puis le milieu de l'assurance. En fait, il y a peut-être des choses liées, donc pas forcément, tu peux double rubriquer, tu peux être dans une autre rubrique, mais tu peux peut-être faire en sorte de ne pas passer à côté et d'avoir vraiment une newsletter encore plus personnalisée qui va chercher dans d'autres rubriques. Et ça, donc ça permettrait de rendre l'abonnement encore plus pertinent et de forcément de mieux convertir quelque part, parce qu'on a quelque chose qui rend un peu plus service encore que ce qu'on avait avant. C'est une intuition, mais je pense qu'on pourrait faire payer, voire payer plus cher pour du service, c'est-à-dire des informations que vous n'avez pas, avec un onboarding un peu plus travaillé, en disant au-delà des mots-clés, on peut même écrire des notions, qu'est-ce qui vous intéresse, où vous habitez, quel type d'informations à cocher, et avoir des choses vraiment très 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 pertinentes sur des services même qui n'existent pas. Je viens de la PQR, et donc on sait que sur les horaires d'ouverture, c'est des choses importantes, des piscines, des pharmacies, enfin on pourrait avoir quelque chose de dynamique qui vous donne aussi ces horaires-là à scraper, à présenter. Donc on peut aller très loin, c'est juste le début, mais je pense que sur la personnalisation et le service, et l'abonnement comme service, il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Et donc tu parlais tout à l'heure de challenge avec le New York Times. Est-ce qu'il y a justement dans l'abonnement quelque chose qui te donne envie encore plus de t'abonner parce qu'ils ont ce partenariat avec le New York Times? Oui, ils sont venus me voir parce qu'ils ont donc acquis cette licence du New York Times. Donc pour l'ensemble des contenus du New York Times. Voilà, si tu es abonné à Challenge, tu peux avoir accès à l'ensemble des contenus du New York Times. Alors non, tu as accès à une sélection d'articles. Faite par la rédac. Oui, faite par la rédac. Actuellement, c'est 4-5 articles par jour. Donc c'est déjà pas mal, et puis c'est des très bons articles du New York Times, et c'est un vrai plus produit pour eux, et c'est une offre assez unique en France, donc on peut retrouver ça tous les jours, donc sur toute l'année ça fait quand même 3000 articles, c'est pas mal. Donc il faut c'est un super plus produit pour les lecteurs, mais il faut sélectionner le meilleur du New York Times pour les lecteurs de Challenge. Et le New York Times actuellement vous met à disposition un flux RSS avec 100, 120, 150, 200 articles par jour parfois. C'est juste colossal. Si vous allez après sur la page d'accueil, il y a peut-être 5% des articles, donc il faut les fouiller, il faut les rechercher. D'une profondeur absolue. Par exemple, il y a des trucs qui ne l'intéressent pas du tout, c'est par exemple les faits divers locaux que peut traiter le New York Times. Pour Challenge, c'est pas pertinent, ils font pas de faits divers. Et puis voilà, donc j'ai discuté avec eux, et j'ai dit mais voilà, comment gagner du temps, être plus efficace. Avant c'était le rédacteur en chef qui allait chercher, ils imaginaient qu'un rédacteur en chef allait chercher dans le flux RSS sur le site les articles pertinents pour voir ce qui pouvait les intéresser, traduire ça à la mano, c'était quand même très chronophage. C'est hyper chronophage. Et donc j'ai fait un système avec eux et avec mon agence Videria pour dire mais qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui intéresse le lecteur de Challenge. Donc j'ai parlé beaucoup au rédacteur en chef, à la direction de la rédaction, avec Pierre-Henri de Menton, avec le directeur de la publication Vincent Beaufils, qui ont une connaissance très fine de leurs lecteurs, ils sont là depuis longtemps, et on a mis en place un certain nombre de filtres, de critères, et c'était pas évident, puisqu'en gros il a fallu traduire en langage clair et objectif une notion qui s'appelle le sens de l'information. C'est quelque chose qui est assez difficile à décrire, puisque c'est quelque chose qu'on va acquérir au fil de l'expérience quand on est rédacteur en chef. La hiérarchie de l'information, ce qu'on appelle le sens de l'information, qu'est-ce qui est pertinent pour mes lecteurs parmi cette masse d'informations. Donc il a fallu écrire, objectiver tout ça, le filtrer, le tester, le retester. Donc ça m'a pris pas mal de temps et d'énergie pour faire ça, mais in fine j'ai fait un système de scoring de 0 à 10 et un système de traduction qui permet le matin d'arriver et de se dire voilà, il y a 30 articles du New York Times qui pour nous sont pertinents, présélectionnés. Vous avez aussi accès sur la plateforme qu'on a développée qui s'appelle Legimus au flux intégral, donc hors algorithme. Donc à chaque fois on a laissé la main aux journalistes au maximum, donc vraiment quand même aller chercher autre chose. Voilà, si ça vous paraît pas pertinent, si vous voulez voir quel est le flux intégral de manière antéchronologique, vous pouvez aller le voir.
Mais ce qui va vous arriver en premier, la première sélection, ce qu'on appelle le top 30, et donc on a fait les 30 articles les plus pertinents, notés, et ça part de la note la plus haute pour aller sur la note la plus basse. Et il y a une explication du score qui va avec, et une traduction à l'ensemble. Faites par IA, ça j'imagine. Ouais, faites par IA. Et moi, je suis d'accord avec 85% des notes, je dirais. Pas mal. Ce qui est pas mal du tout. Et ils en sont très contents, ça leur fait gagner beaucoup de temps, quoi. Ok. Petite curiosité. Donc là, c'est lancé, c'est disponible pour déjà des abonnés. Vous avez des retours un peu sur les taux de lecture de ces papiers? Alors, ça vient d'être lancé donc, cet été, donc j'ai pas encore eu de retour, mais je vous en ferai part. Ouais, et alors peut-être une question un peu curieuse, tu n'as peut-être pas les réponses ou tu veux peut-être pas les donner. Est-ce que c'est exclusif cet accord du New York Times ou un autre média peut aller J'imagine que, en fait, je me mets à la plaque du New York Times, c'est une manière aussi de diversifier ses revenus, passer des partenariats, etc. C'est ouvert à tous. Et l'autre question, c'est est-ce que tu sais combien ça coûte? Alors, non et non. Je sais pas exclusif, ça je le sais. Il peut y avoir d'autres accords par pays. Je crois qu'au Courrier International a un accord aussi avec eux en France. Mais ils sont disponibles, enfin leur offre est mondiale. Ils ont beaucoup de clients qui parfois souscrivent à une seule offre sur le sport, sur la cuisine, sur des choses comme ça. Et parfois c'est que juste 2 articles par semaine, donc ils ont une variété d'offres considérable. Et non, je ne sais pas combien ça coûte. Je sais pas combien ça coûte. Bon, écoute, on essaiera de continuer d'investiguer pour voir ça. En tout cas, je pense que c'est vraiment bien, effectivement. C'est une bonne manière d'augmenter donc la valeur de son abonnement en offrant ce service. On va passer un peu sur la création, puisque c'est toujours aussi un peu au cœur de la discussion. Créer au bon moment, au bon format pour la bonne personne. On l'a dit, hein, il y a ces différentes cibles qu'on peut avoir par rapport à sa proposition de valeur. On aimerait pouvoir toucher tout le monde, même ceux qu'on n'arrive pas à monétiser parce qu'il faut quand même travailler la notoriété, etc. Et tout le monde a des points de contact un peu différents en fonction de ses usages. On le disait, ça peut être le matin sur une app, ça peut être sur le desktop à midi. C'est un peu cliché, mais c'est un peu quand même ça la réalité. Et toi, tu insistes vraiment sur la notion de mise en scène de l'information. Est-ce que tu peux un peu développer ça? Oui, j'en parle pour l'IA. En gros, il n'y a pas d'information absolue. Il y a toujours eu une information qui était mise en scène. D'abord sous forme de presse écrite depuis longtemps. Quand la radio est née, on a dû inventer un format pour ça. Ce qui est intéressant, c'est que quand la télévision est née, ils ont copié la radio. Ils ont fait un journal télévisé qui était quand même un journal radiophonique filmé. Et après, ils ont inventé des formats qui sont propres à la télévision, et on a vu les JT d'ailleurs beaucoup évoluer ces dernières années. Ces dernières années, je trouve. Ouais, c'est très différent. C'est vraiment très très différent de ce qu'on a connu avant, et on doit beaucoup d'ailleurs à Thierry Tuilier qui est sur France 2 et TF1 a beaucoup réinventé le format avec des formats plus incarnés, puis plus magazine aussi. Ce qu'on voyait pas avant. Pour Internet, il y a une vraie culture qui s'est créée, une culture web, du journalisme numérique avec ses codes, avec sa culture. Moi, j'y crois beaucoup. Dans des rédactions, parfois, c'est dévalorisé. Encore aujourd'hui, on dit les journalismes web, c'est un peu seconde zone. Alors, on l'entend beaucoup moins, heureusement, maintenant, au bout de 25 ans, mais c'est quand même quelque chose de prégnant. Non, il y a une vraie culture, un vrai savoir-faire sur la curation, sur justement la mise en scène, sur les codes web. Actuellement, avec l'IA, on rentre dans une nouvelle ère, et ce que je dis, c'est qu'il va falloir s'habituer et changer ses habitudes pour adopter les codes et adopter une nouvelle mise en scène de l'information. Quand on parle d'information liquide, c'est ça aussi. J'ai une information. Est-ce que c'est mieux sous forme de texte court, texte long, texte à puce? Est-ce que c'est mieux en audio? Est-ce que c'est mieux en vidéo? Il faut toujours se poser cette question-là. Moi, c'est une question qui m'obsède depuis 25 ans, la mise en scène de l'information, et comment avoir le format idéal, quoi. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Moi, je vois beaucoup des formats en écrit, en audio, en vidéo. Il n'y a pas de format absolu, il n'y a pas de certitude à avoir. Toujours se poser la question de la durée, de la longueur, de quelle forme ça doit prendre, quel temps ont les lecteurs aussi d'un autre côté, d'avoir des retours quali, quanti aussi sur le format. Est-ce que c'est trop long, trop court? On se pose jamais assez trop la question. Ouais, ok. Et voilà, donc pour toi, c'est une fois qu'on se pose la question, c'est qu'est-ce qui t'aide à répondre à ça? C'est le timing, ça va être par rapport à un algorithme. Qu'est-ce qui fait en fait que tu vas choisir telle ou telle mise en scène? Il y a 2 choses. Il y a la recherche d'informations. Si tu cherches une information, tu vas peut-être l'avoir de manière assez brève, assez courte sur une information en cours. Le suivi de l'information, tu vas pas le rédiger aussi de la même manière. Et puis tu as tout ce qui est découverte, récit, reportage. À mon avis, il faut bien distinguer
entre le côté très court, c'est un peu comme les Reels et les formats horizontaux longs dont on parlait. Est-ce que je suis dans le métro et est-ce que j'ai 5 minutes pour regarder les 3 Reels et au milieu une vidéo d'information, ou est-ce que je suis le soir et quel format je propose. Dans les années 2010, je me souviens, j'avais créé un format qui s'appelait l'histoire du soir pour le Nouvel Obs, et il y avait Facebook qui était énorme à l'époque en termes d'apport de trafic, et on se disait, on avait identifié un pic de consommation qui était beaucoup plus tard qu'avant, à 21h, 22h. Il faut se souvenir qu'avant le mobile, les sites d'information, leur audience chutait après 18h, après 19h, puisqu'on sortait du boulot. On était à la maison. Il n'y avait pas le mobile, l'info sur mobile, c'était encore vraiment petit. Et après, on a vu qu'avec le mobile plus les réseaux sociaux, il y avait une espèce de conjonction qui était en train de se créer. On passait du temps sur son mobile le soir et sur Facebook. Et donc, on s'est dit, mais en fait, on veut une histoire décalée. On va prendre une histoire qui n'a pas été racontée, une histoire un peu insolite, qui n'est jamais sortie dans la presse, et on va la raconter, quoi. Et donc, c'était un gros succès qui était copié. Et donc, c'est ça que j'appelle la mise en scène de l'information. Quel est le bon format, le bon récit, à quelle heure et sous quelle forme, sous quelle durée aussi. Ouais, bien sûr. Et ça doit toujours nous préoccuper. Je pense à l'IA aussi. Ce que j'ai vu aux États-Unis, oui, qui peut aussi t'aider quelque part là-dessus. En gros, on se disait, à la fin d'un article, on sait que le cœur du web, c'est ni la page d'accueil, c'est ni la page de rubrique, c'est la page article. Et au sein de la page article, le format, l'espace le plus convoité, c'est à la fin d'un article. Si tu allais à la fin de l'article, tu as un taux d'attention qui est maximal. C'est le cœur, le réacteur nucléaire du web qui est assez peu connu. Et c'est là où tu as des emplacements pub ou marketing qui sont recherchés, comme ce que fait Taboola ou Outbrain en te proposant des liens, quoi. Ouais. Ce qu'ils ont remarqué aux États-Unis, c'est que si tu viens sur une question assez pratique, où on est où de cette affaire-là, de cet événement, ou qui est, je sais pas, la nouvelle rédactrice en chef de Vogue, et que tu mets des questions similaires, finalement ce que te propose Perplexity ou ChatGPT ou d'autres LLM, c'est-à-dire qu'une fois que tu as répondu à la question, ils t'en proposent d'autres qui sont plutôt en relation, et c'est plutôt bien fait, puisqu'effectivement je dis, ah bah oui, effectivement, je me suis pas posé cette question-là. Mais elle est pertinente. Ça, c'est intéressant, quoi. C'est-à-dire que tu peux développer des nouveaux formats en disant, par exemple, au rédacteur, une fois qu'on a répondu à une question là, quelles sont les 3 autres sous-questions qu'on ne s'est pas posées. Avant, on appelait ça des encadrés. Ouais. Ça peut être des URL vers d'autres articles. Là, ils ont vu des taux de transformation, des taux de clics qui sont impressionnants, parce que en fait, ça correspond à un nouvel usage et à une nouvelle mise en scène de l'information, finalement. D'accord, on t'aide à aller plus loin, et ça, l'IA peut tout à fait le faire. On peut imaginer dans ton CMS, quand tu rédiges un article, à la fin, ça te propose des questions auxquelles on pourrait derrière, qu'on pourrait se poser, qui donnent des idées d'articles pour aller plus loin, etc. Voire des articles qui existent, que tu peux aussi linker pour aller plus loin, quoi. Tout à fait. Et ça, là, on est vraiment dans la mise en scène de l'information contemporaine, qui répond à des codes contemporains nouveaux, et c'est frictionless, c'est-à-dire que tu dis, ah bah ouais, ça te correspond à une habitude que tu as prise, puisque tu passes ton temps sur ChatGPT, quoi. Ouais, exactement. Et puis tout ça, voilà, fait plus de points de contact entre ton lecteur et ton média, et puis si t'es pas trop mauvais, au bout d'un moment, t'as un petit bloc d'abonnement, et puis c'est gagné, quoi. Tout à fait. En tout cas, ça on l'espère. C'est le truc un peu idéal. On va parler un peu d'un angle mort souvent dans les médias. J'avais déjà un peu évoqué à ce micro la creator economy, qui a grandi un peu en parallèle des médias ces dernières années, et qui pourtant prend évidemment une place énorme maintenant dans l'attention, puisqu'on parlait un peu de bataille de l'attention, etc. On en avait parlé. Pourquoi est-ce que les médias couvrent aussi peu la creator economy selon toi? Enfin, je te laisse répondre. J'ai évidemment des c'est un mystère. Je pense que il y a 2 thèmes qui sont assez sous-traités. L'IA, on en parle beaucoup, mais en fait, il y a encore plein de sujets à faire. Et il faut vraiment, sur les startups, ça bouge énormément. Il y a beaucoup de choses à raconter. Les médias en traitent quand même beaucoup. Il y a quand même beaucoup de sujets d'IA, beaucoup qui sont alarmistes, souvent pour de très bonnes raisons. Mais au-delà de ça, il y a encore plein de sujets à traiter. Il y a des médias qui s'y mettent, d'autres moins. Et sur la creator economy, les influenceurs, je trouve que c'est assez sous-traité. Effectivement, c'est une vraie économie, c'est un vrai sujet. Et c'est une économie qui marche bien en plus d'un point de vue monétisation. Ça, enfin, je veux dire, c'est florissant.
Ça prend vraiment des parts de marché aux médias, tout simplement. Ça prend des parts de marché aux agences de communication aussi. Ça prend des parts de marché sur les annonceurs. Ça devient quelque chose d'assez colossal. C'est là pour durer. On parlait des c'est là pour durer. Qui duraient. C'est là pour durer. C'est plus authentique. C'est un peu un aveu d'échec, ou en tout cas, c'est un signe des temps pour l'époque. On croit peut-être moins des entreprises, des médias, des institutions, des organismes. On croit plus à des personnes qui vous disent quelque chose dans le blanc des yeux. Parfois, ils n'ont aucune légitimité. Parfois, ils racontent n'importe quoi. Mais par défaut, on va avoir tendance à les croire parce qu'ils sont plus authentiques, entre guillemets, quoi. Parfois, c'est vrai, parfois, c'est pas vrai. Et donc, c'est là, c'est puissant. J'ai été frappé quand je suis revenu à Paris. J'étais allé à la Paris Creator Week, et effectivement, la première édition, et je retournerai certainement à la seconde, c'était frappant de voir le marché qui se structure. Je n'étais resté un peu aux influx voleurs, mais en fait, il y a plein d'influenceurs, de médias, d'agences qui se structurent. Il y a même des agences sur les nano-influenceurs, les micro-influenceurs, un sujet qui me fascine. Quand on voit les Américains également, c'est des énormes machines. C'est parti pour durer. Ils sont partis pour non seulement créer des chaînes YouTube, mais aussi des émissions, des films. Enfin, c'est quelque chose qui est en train de se structurer. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup de temps d'attention. C'est une vraie économie en soi. Je prends le média qui s'appelle The Information à San Francisco, qui suit l'économie de la tech et surtout de l'IA. Ils ont une newsletter, ils avaient une newsletter parce que la rédactrice vient de partir, mais qui je pense va être reprise, s'appelle sur la Creator Economy. Donc ils n'ont pas beaucoup de newsletters, ils ont 4-5 newsletters, mais ils en ont une dessus spécialisée. Donc ils parlent aussi bien sûr des plateformes, de Snapchat, d'Instagram, de Facebook, et puis ceux qui l'animent, c'est souvent des influenceurs. Et pour les médias, je pense qu'il faut incuber des newsfluenceurs davantage, incarner, comme on dit, l'information, tester avec eux. Les télévisions, je pense, les diffuseurs télé, je pense, pourraient davantage expérimenter sur des newsfluenceurs, sur des plateformes. Sur leur plateforme, sur leur plateforme, sur leur site, sur leur application, sur les réseaux sociaux, et les faire monter. Encore une fois, c'est encore mieux s'ils sont spécialisés, s'ils ont un discours sur une thématique pour enrichir leur offre, quoi. Et tu penses pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'en fait, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est cet été où en fait le chiffre d'affaires publicitaire des créateurs a dépassé celui des médias. Je sais plus si c'était au niveau France ou au niveau monde, mais donc il y a quand même ce shift. Donc je parlais d'angle mort, mais c'est quand même là bien présent. Pourquoi il n'y a pas plus de médias qui s'en emparent et qui ont fait des tests justement de partenariat avec des newsfluenceurs? Donc comme tu dis, on a l'impression que ça bouge pas des masses. Ça bouge un peu, effectivement, ça bouge pas des masses. À mon avis, ils gagneraient à en incuber, à les faire grandir. Ça se fait un petit peu, ça se fait pas beaucoup. Par le haut, il y a des choses très intéressantes qui se font dans les newsletters incarnées, qui peuvent être vendues aussi à part. Là, c'est ce qu'on est en train de lancer les Échos avec la newsletter de Benahouda Bedaïm, qui va être à un autre tarif que l'abonnement standard, qui fait une newsletter de 20 000 signes, qui est très pointue. Donc ça, c'est finalement un journaliste incarné qui est embauché dans un média pour faire avoir son propre média dans le média, finalement. Donc ça, on est proche. Après, pour le reste, effectivement, c'est un peu un mystère. On est plutôt sur du replay, c'est-à-dire que la télévision, comme on disait, le JT, incarne de plus en plus ces sujets, et donc il y a des journalistes qui sont connus dans leur spécialité pour passer au JT, puis on voit le replay sur les réseaux sociaux. Ce qui est un peu étrange, c'est que ce ne soit pas plus développé. Il y a quand même plein d'expérimentations. Il y a aussi France TV Slash, il y a plein d'expérimentations où on voit des médias créer leur pure player avec des journalistes qui l'incarnent. Mais c'est vrai qu'on est plutôt encore sur du replay et pas en train de se dire, pour moi c'est un formidable bac à sable, pour l'information comme pour le divertissement, de créer des émissions, des concepts, des formats, d'abord sur les réseaux, qui peuvent être destinés à rester sur les réseaux, sur la plateforme des diffuseurs, et après de prendre les meilleurs concepts pour l'antenne. Et je comprends pas que ça soit pas assez encore suffisamment exploité, quoi. Ouais, surtout qu'en fait, on parlait tout à l'heure de toucher de nouvelles cibles, jeunes et moins jeunes en l'occurrence, mais des nouvelles cibles, travailler la notoriété, même si on monétise pas. Alors en l'occurrence, on peut monétiser si c'est sur des réseaux comme YouTube, etc. Mais ça permet quand même de travailler la notoriété de la marque pour demain soit récupérer des formats qui fonctionnent bien, que tu peux mettre à l'antenne ou sur ton média principal, ou demain des gens qui vont venir chez toi parce qu'ils ont été en contact avec ta marque. Donc il y a quand même aussi, c'est important aussi d'y aller, même si c'est pas immédiatement rentable. Oui, encore plus actuellement.
On voit que tu prends Brut, tu vois, Rémi Buzine, c'est devenu vraiment la figure de pro de Brut. Et dès le départ, ils se sont dit on peut pas se passer d'un newsfluencer. Et il est né, Brut est né avec lui et inversement. Ouais. Donc c'est vraiment important d'avoir ça dans son offre. Ouais. Et comme tu dis, quand tu prends Le Monde avec Snapchat, ils ont signé avec Snapchat au milieu des années 2000, je crois au début des années 2010, et pour faire Le Monde sur Snapchat. À l'époque, c'était du sous TikTok par rapport à la naissance de TikTok, quoi. C'était vraiment, il y avait n'importe quoi sur Snapchat. Ils se sont dit non, on va vraiment faire un truc, une édition. En plus, il y avait un bouclage avec, fallait faire un vrai journal sur Snapchat. Il y avait un cahier des charges visuel. C'était assez... Et tout le monde s'est dit mais Le Monde, Snapchat, c'est quoi le rapport, quoi. Et en fait, des années plus tard, ils ont vu des parcours d'abonnés et il y a des jeunes qui disent non mais je vous ai d'abord connu sur Snapchat c'était incarné, il y avait des sujets incarnés, ensuite sur YouTube, ensuite je suis allé sur le site, ensuite j'ai eu une offre étudiant, puis finalement je suis abonné, je suis jeune actif et je suis abonné au Monde. Donc ils ont parcours idéal, quoi. Ce parcours idéal, ouais. Et ça c'est génial, quoi. Donc oui, il faut, comme on parle de la mise en scène de l'information, adopter ces codes là, et actuellement ça passe par des newsfluenceurs beaucoup, et donc il faut en incuber, les faire connaître, les faire vivre sur tous les sujets. Le Guardian a fait sur la politique en vidéo aussi. Il y a l'Humanité aussi qui a fait des beaux partenariats avec des créateurs comme ça, des streamers, je pense à Bolche Geek, etc. et qui s'apportent mutuellement des communautés. Je trouve que c'est plutôt positif pour tout le monde au final. Bien sûr, il faut bien sûr distinguer les deux, mais il y a plein de ponts possibles. Moi je parle des journalistes newsfluenceurs, mais il y a aussi bien sûr des partenariats avec des influenceurs à faire. C'est pas exactement le même domaine, notamment sur les interviews. Il y en a qui sont, je trouve, très bons, hein. On prend Hugo Décrypte, quand il fait des interviews, c'est très punchy, c'est très impertinent dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il va assez loin, il a peut-être moins de barrières psychologiques que certains journalistes politiques installés. Il pose à mon avis des vraies questions, il utilise le droit de suite. C'est-à-dire qu'une fois que le politique n'a pas répondu à une question, il va aller plus loin. C'est pas quelque chose qu'on voit toujours. Et puis, il y a des politiques qui vont chez des influenceurs qui connaissent pas les dossiers, qui vont pas les contredire, où les questions sont beaucoup plus longues que les réponses. Et là, voilà, il faut quand même, encore une fois, distinguer des exercices, quoi. Ouais. Vers une troisième grande vague créative, ça fait un peu partie de son disait. Tu parles d'une troisième grande vague de créativité après le Web 1 qui était donc le texte HTML qu'on a connu, le Web 2, les réseaux sociaux. Comment tu la définirais, cette nouvelle vague? Est-ce que c'est ces créateurs-là? Comment tu définis cette notion? Oui, je voulais en parler dans ma prochaine newsletter sur LinkedIn. En gros, je pense qu'on entre dans une troisième vague de créativité. Le Web 1, c'était une grosse révolution. Je crois que c'est Dominique Cardon, il faut que je retrouve la citation dans un de ses livres, qui décrivait à quel point c'était une révolution, le Web 1.0 qu'on a connu. C'est-à-dire qu'avant, pour avoir une ligne téléphonique, il fallait demander. Il fallait demander au PTT pour que tu aies ta ligne téléphonique et que ça soit finalement approuvé. Accepté. Pour avoir ton Minitel, il fallait déjà demander le Minitel. Et si tu voulais créer ton service sur le Minitel, ton 3615 François Desfossés, Mediarama, il fallait finalement demander l'autorisation à avoir un truc. Et là, pour la première fois, ce que décrit bien Dominique Cardon, c'est que tout le monde pouvait créer son site web. Alors, c'est pas tout le monde, puisqu'il fallait coder en XML, CSS, il fallait s'y connaître un petit peu, mais ça a ouvert une voie incroyable. Dès le départ, on a la Corée du Nord, l'Iran et les autres qui ont fermé leur Internet, parce que c'était une grosse révolution. C'était une sacrée révolution, hors État, hors gouvernement, hors autorisation. C'est un truc incroyable. Ensuite, il y a eu le Web 2.0, qui était un autre pas. C'est-à-dire que tout le monde pouvait commenter, poster des photos, des vidéos, ouvrir son blog. On a vu une vague de créativité incroyable, à la fois aussi des torrents de beaux déversés. Moi, j'étais dans une boîte avec Mathieu Stéphanie où on vérifiait des photos, des vidéos de témoins d'actualité qui capturaient des événements qui se passaient sous leurs yeux. Et moi, j'étais chargé de les vérifier, de les éditer, d'animer la communauté. Et on s'est dit, mais c'est quoi? C'est pas de l'information que vous faites, quoi. C'est juste des trucs amateurs, des documents amateurs, ça n'a rien à voir avec de l'information. On disait, si, c'est un document d'actualité. C'est un avion qui amérit sur l'Hudson, capturé par une photo sur Twitter. Une fois que c'est vérifié, ça devient une information. On s'est pris des torrents de boue là-dessus. Il a fait que je bataille pour avoir ma carte de presse. Alors que je faisais du fact-checking avant l'heure, on n'était pas nombreux. Il y avait Julien Pain et moi et Nicolas Filliot sur vérifier de l'information en images amateurs. On a développé des nouveaux process et techniques et éditoriaux pour vérifier de l'information. Je fais des formations à l'AFP, à France 2, pour apprendre à vérifier des images sur Internet. C'est tout nouveau. Bref,
On a vu en tout cas une nouvelle vague de créativité arriver avec des gifs, des mèmes. On a vu des gens qu'on connaissait pas, qui ont un humour incroyable sur Twitter. On a vu des réactions. On a pris le pouls de l'opinion. Je crois que la première affaire, c'était politique pour moi. C'était le fils de Nicolas Sarkozy qui était embauché dans un établissement public à la Défense. Une vague d'indignation, y compris par Twitter, qui était naissant pour obtenir sa démission. Je pense que Twitter a joué un rôle. Bref, c'est très démocratique dans le sens et c'est très créatif. Et on a vu des blogueurs naître de nulle part et finalement devenir des grands blogueurs, pour certains même des journalistes. Ouais, bien sûr, on a des vrais tremplins, quoi. Donc le web 2.0, c'était encore une sacrée révolution, parce que là, ça a ouvert ça à tout le monde. Là, malgré tout ce qu'on entend, malgré les discours très négatifs, et je vois le verre à moitié vide, et encore une fois, il y a beaucoup de pincettes et beaucoup de barrières à se poser, beaucoup de questions éthiques, énormément à se poser sur l'IA, qui sont longues comme le bras. Cela dit, si on voit le verre à moitié plein, c'est une putain de révolution encore. C'est une troisième vague de créativité énorme. On va avoir des gens qu'on soupçonnait pas être créatifs, être très créatifs, pouvoir s'exprimer en texte, en audio, en vidéo, créer des choses. C'est toujours très bon à prendre. On voit du vibe coding arriver, on voit des entrepreneurs qui n'avaient pas le temps de faire 2-3 sites web dont ils avaient l'idée, qui peuvent le faire. Ouais, on a vu des sites Lovable, etc. Ouais, oui. C'est Mathieu Campard là, qui a créé 3 sites cet été, Mathieu Stéphanie, avec du vibe coding. C'est quelque chose d'incroyable. On parle du web 1.0, il fallait quand même avoir cette barrière technique. Ouais, connaître la HTML. Là, sans rien connaître, tu fais des produits. Avant, tu pouvais poster des photos, des commentaires. Là, tu peux créer des sites, des services complets. Tout le monde. C'est génial. Moi, je trouve ça assez bluffant. Dès qu'on propose à des humains d'augmenter leur créativité via des outils qu'ils ne pouvaient pas forcément maîtriser. Et je pense que ceux qui les maîtrisent, ça va être encore mieux pour eux. Ils vont pouvoir encore produire des choses encore meilleures. Pour moi, c'est très très bon à prendre. Ok. Et tu vois des acteurs qui te semblent incarner cette créativité ? Alors moi, je parle en tant que consultant média et journaliste. Les médias s'en emparent timidement. Pour l'instant, c'est fait par des prestataires. Souvent, l'innovation arrive par des prestataires. On parlait de CMS, d'outils d'édition. L'innovation arrive par les prestataires. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sur un marché concurrentiel. Donc, ils ont intérêt à proposer le meilleur produit. Ouais. Donc, résumé. Encore une fois, les résumés, c'est important. La suggestion de titre, la traduction. C'est en train d'arriver via les outils d'édition. On voit Adobe qui a peur qui craint justement de se faire dépasser, qui intègre tous les outils, et encore une fois, c'est en train de se transformer en marketplace, plutôt qu'en solution d'édition. Donc c'est en train d'arriver par là. Dans la rédaction, c'est encore timide. Il y a aussi beaucoup de barrières, de chartes, d'interdictions aussi via les DSI d'utiliser certains outils. Mais encore une fois, les rédactions, je suis assez optimiste. Il y a encore beaucoup d'innovation. Les journalistes s'emparent très vite des outils. Ouais, il faut maintenant que ça passe la barrière un peu, effectivement, IT, que tout ça soit... parce qu'elles sont quand même bien industrialisées, les rédactions. Donc, autant les journalistes ont envie, il faut maintenant que ça fasse sa place et que ça trouve nativement sa place dans les outils, dans les CMS, quoi. Tout à fait. Là, c'est encore le début. Je pense qu'on ne s'aperçoit pas des possibilités qui s'ouvrent à nous. C'est un champ nouveau. On sait que ça existe. On voit des choses assez... on a commencé par des choses assez basiques comme les chatbots, mais qui sont utiles. C'est pas forcément très utilisé, donc encore une fois aussi il y a les perceptions. Je parle de l'hyper-personnalisation. Peut-être que ça peut être, je me trompe, peut-être que c'est un four et que personne voudra avoir des newsletters hyper personnalisées ou une offre hyper personnalisée. Je pense que quand on voit le produit, à mon avis, ça peut vraiment être intéressant. Enfin, quand les premiers verront le produit. Oui, c'est juste le début. On commence. On est au début de cette troisième grande vague créative. Ouais. Souviens-toi des débuts du web. On a reproduit des articles finalement. Ouais. Les premiers qui ont inventé le live, des formats live, au nouvelops.com avec Patrick Fiol, je crois, à 20 minutes. C'était une révolution. Faire des articles sous forme de live texte. On a mis du temps. Vraiment, ça a mis des années, quoi. L'histoire était longue pour les sites web avant de créer cette culture numérique, ce journalisme numérique. Et là, qui est devenu un standard, effectivement, maintenant de fait, tout le monde fait un peu du live parce qu'on sait que ça marche bien. On arrive au bout de cet épisode et ma question c'était un peu qu'est-ce qui t'excite le plus dans le journalisme à venir, mais je pense que c'est la bonne transition avec ce dont on vient de parler, quoi. Toi, tu penses qu'on est au début de cette grande vague créative et que on va encore voir exploser des nombres de formats, d'outils et de types de contenus?
Pour moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est la mise en scène de l'information. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur l'illustration, sur la vidéo, sur la recherche, sur l'enquête pure, l'information pure. Ça peut nous ouvrir vraiment des perspectives très intéressantes sur tout ce qui est recherche, sur la data. Je crois que ça va remettre aussi au goût du jour l'humain, le reportage, l'enquête, il faut passer des coups de fil aussi, il faut sentir des choses dans la rue. Donc, ça va remettre sur un piédestal ce journalisme-là et c'est bien. Il y a aussi besoin parfois de compulser plein de documents, de faire de la recherche, de l'enquête, de la data, et ça peut aussi booster les choses. Sur la mise en scène de l'information, j'y crois beaucoup, et sur la vidéo, si c'est bien fait, ça peut ouvrir de nouvelles perspectives aussi, quoi. Si tu devais lancer un média, tu partirais sur quoi? Quel format? On a parlé de plein de choses, de newsletters, de podcasts, de vidéos, de réseaux sociaux. Tu ferais quoi aujourd'hui? C'est une bonne question. Déjà sur la thématique, je pense que ça doit être très spécialisé. Sur l'information généraliste, c'est quand même très compliqué. C'est un peu concurrentiel. Après, ça peut être style avec une bonne offre sur un sujet. Il y a beaucoup de demandes sur le sport ou sur la politique. On va rentrer dans une grosse séquence politique. Pourquoi pas? Il faut qu'il y ait un format qui soit dans l'air du temps. Donc la vidéo sur YouTube, une bonne émission, un bon format politique, ça peut marcher. Pas mal de trucs. Ouais. Un bon podcast, donc il faut cocher des cases. Je suis pas sûr qu'il y ait une économie pour incuber différents journalistes très spécialisés sur des thèmes, un peu faire un Webedia de journalisme de qualité. Ça serait intéressant quand même à creuser. Alors ça peut prendre la forme de Kessel aussi, la plateforme qui fait des newsletters ou d'autres ou des Substack, mais pour moi, ça serait ça, quoi, des journalistes très spécialisés dans un domaine où on va mutualiser pour eux des outils, des régies aussi, et les faire grandir et faire grandir leur communauté sous des formes contemporaines, les newsletters, la vidéo, du podcast. Ça, effectivement, ça serait intéressant à lancer. Et tout ce qui est très spécialisé. MCN des newsfluenceurs, quoi. C'est ça. Le channel network Écoute, il y a peut-être une idée de business derrière. Il faudrait creuser ça. Aurélien, la dernière question, le gimmick de Mediarama, est-ce que tu as un truc cool à nous recommander? Écoute, moi je suis 20-30 newsletters sur l'IA par jour, beaucoup de podcasts et de chaînes YouTube, c'est un peu trop. Donc je lis ça avec passion. Il y a souvent aussi un peu les mêmes infos sur des newsletters quotidiennes. Ouais, j'imagine. Donc voilà, j'ai songé à développer mon propre outil, et je vais peut-être le développer parce que j'en étais pas très loin avec ce que j'ai fait pour Challenge. J'ai choisi la facilité, j'ai souscrit un service qui existait déjà qui s'appelle Summate.io, Summate avec 2 M, et en gros ça me résume toutes mes newsletters en une seule. Ça me compulse toutes mes vidéos YouTube, ça me les résume, mais donc pareil pour Substack. Ça te fait gagner un temps fou? Ça me fait gagner un temps de dingue. Summate. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Avant de te remercier une dernière fois, Aurélien, où est-ce qu'on peut te parler, te contacter si on veut te parler ou alors, sur LinkedIn, c'est le meilleur moyen. Videria.fr. Videria, c'est le nom de l'agence d'innovation éditoriale que j'ai créée. Donc voilà, viersatvideria.fr, n'hésitez pas. Top. Merci Aurélien pour ton temps et puis surtout cet éclairage un peu global. Je trouvais ça intéressant pour la rentrée de refaire un peu, d'ouvrir tous ces points, tous ces chantiers qu'on essaiera peut-être de creuser dans l'année au gré des invités de Mediarama. Donc merci d'avoir inauguré cette nouvelle saison de Mediarama et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Salut. Merci François, au revoir. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.